Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine de Sid. Une grande semaine d'ailleurs, Sid, hein. On a plein de trucs à dire. Ouais, grande semaine, belle semaine, et ça va être, je l'espère, une très belle émission. Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de te retrouver et de vous retrouver. La semaine a été assez intense, on est tous les deux sur les rotules, surtout qu'on enregistre plutôt vendredi cette semaine-là, parce qu'il y avait évidemment hier un événement dont on va parler tout à l'heure. Et sinon, bonne semaine. Donc là, je termine la saison 4 de Stranger Things. D'accord, ton petit marathon. Ouais, mon petit marathon. Et c'est vrai, je suis plutôt de ton avis, c'est que c'est pas la meilleure saison. Les épisodes sont longs, ils se sont un peu perdus au début de la saison, bien que les 2 derniers épisodes sont vraiment quand même assez cool avec Vecna, etc. Il y a une petite vibes Akira aussi que j'aime bien avec les enfants et tout, mais je te rejoins, c'est une saison assez en dessous des autres. Et, un peu longue pour son bien. Ouais, un peu longue et tout. Enfin voilà, il y a beaucoup de défauts quand même dans cette saison, même s'il y a des petits moments assez cool. Et sinon, j'ai commencé très peu, donc 10 minutes, c'est pas beaucoup, mais un nouveau jeu God of War, donc pareil, on en parlera tout à l'heure, je crois. Et toi, Kira, alors ta semaine? Pareil, grosse semaine de travail, j'ai fait énormément d'administratifs et j'ai couru partout. Ce qui est bien, c'est que pendant tout mon administratif, c'est Power Wash Simulator qui me suit. Hein. Je dois être à peu près à 100 heures de jeu. Ah ouais, quand même. C'est incroyable. Juste Là, à tu faire m'as du dépassé. Karcher. J'en ai fini plein et j'en ai encore plein à faire. À chaque fois que je suis en attente au téléphone ou des choses comme ça, je joue à Power Wash Simulator, donc autant dire que je téléphone beaucoup. Mais j'ai participé à un petit podcast dernièrement qui s'appelle Le Kiff Podcast, et les gars du Kiff m'ont donné envie de revoir des films français de Quentin Dupieux. Tu me connais, je suis pas fan du cinéma français, mais j'aime bien Quentin Dupieux parce que c'est des films un peu perchés. Il a fait Au Poste, que j'ai regardé cette semaine, qui est hilarant, Mandibule, Fumer fait tousser, enfin c'est vraiment des films complètement perchés, et je me suis aperçu que tous ces films étaient sur Paramount+. Donc là, sympa. en ce moment, je regarde ça, et petite subtilité, c'est des films qui durent 1h10 à chaque fois. Donc c'est très 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 court. C'est agréable à regarder, ça. Et du coup, c'est super agréable à regarder, je me marre comme un bossu, c'est plutôt cool. Sinon, j'ai fini la série télé Steel sur Prime avec, je sais plus comment elle s'appelle, la future actrice qui joue Tomb Raider, j'ai perdu le C'était nom. bien. Et c'était plutôt cool, une série anglaise sur un braquage, donc que je te recommande, même si c'est pas la série de l'année. Je trouve que la tension est bonne et le jeu d'acteur est plutôt cool. J'en ferai pas une chronique parce que j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus. C'est une série middle, mais c'est un bon middle. Ok, merci pour la reco. J'ai fini God of War de 2018, donc que j'ai adoré bien entendu. Donc j'attaquerai God of War Ragnarok bientôt, dans la foulée. J'attends de finir d'abord Dragon Quest. Je pensais l'avoir fini cette semaine, mais non. Petite surprise derrière les fagots. Ouais. Petite surprise, quand il y en a plus, il y en a encore. Donc je terminerai Dragon Quest et après j'enchaînerai sur God of War Ragnarok en parallèle avec un certain Resident Evil que je devrais finir assez rapidement. Donc voilà. Au niveau du sommaire, alors qu'est-ce qu'on a préparé pour cette belle semaine? Émission un petit peu différente dans le format, bien que vous avez déjà connu ça si vous êtes des auditeurs fidèles. Il y a eu une grosse conférence, donc le State of Play, qui a duré 1 heure. C'était une plus grande conférence de PlayStation. Et avec Kira, on voulait quand même prendre notre temps pour revenir dessus parce qu'il y a pas mal de jeux qui vont nous parler. Donc, il y a un gros sujet autour de State of Play. Après, tu nous continues ton fil rouge avec Castlevania 2, Lord of Shadow. Et c'est tout. Il n'y a pas de hors-sujet cette semaine. Donc voilà, je sacrifie mon hors-sujet comme c'est déjà arrivé par le passé. Oui, pour pouvoir mettre en avant le State of Play qui était quand même très dense, où il y a énormément de choses à dire. Ouais, exactement. Avant de lancer le générique, comment on fait plaisir à la taverne? Eh bien, les 5 étoiles, on en a eu pas mal. Donc je les ai notés pour la fin de l'émission, mais il y en a beaucoup et merci. Ça nous aide énormément à faire découvrir la taverne du gamer, les algorithmes, tout ça. Enfin, vous le savez, on fait un podcast gratuit, en plus de notre job au quotidien. Donc, c'est vraiment une façon de nous soutenir, la meilleure. C'est assez dense. C'est assez dense. Donc, quand vous le faites, vous nous faites plaisir et vous nous soutenez concrètement. Et sinon, sur les réseaux sociaux, vous retrouvez Kira, moi, sur X, Twitter, Facebook, Insta et le formulaire du site web qui vous garantit de passer dans la taverne du gamer en big up. Tout à fait. Du coup, je propose on lance ce générique et puis on attaque direct sur le State of Play, la conférence de Sony.
donc le State of Play. C'est maintenant le nom, je pense, de la conférence de PlayStation. Il faut arrêter d'attendre les PlayStation Showcase. On n'en a pas vu depuis moult temps. Quoique, ça aurait pu, pour moi, être un PlayStation Showcase. Ça aurait pu. Après, je vais pas divulgacher mon avis sur la conférence, je laisserai dans la section avis, mais ça aurait pu être un PlayStation Showcase en vrai. Je te rejoins, surtout sur la durée, le contenu, etc. On en parlera un petit peu après. Et donc, comme à notre habitude, on vous a préparé un top 5 de nos annonces préférées. Et après, on revient plus en détail en analyse sur la conférence dans sa globalité. Mais du coup, Kira, est-ce que tu as fait un petit top 5 ? J'ai fait un petit top 5, j'ai choisi déjà ma 5e position, que je vais pas spécialement entrer en détail, parce que je sais que tu l'as forcément placé dans ton top, et donc tu en parleras beaucoup mieux que moi. En 5e position, je mets Castlevania Belmont's Curse. D'accord. Donc le retour de la licence Castlevania, déjà ça fait plaisir, mais surtout on revient sur un système de 2D Metroidvania, donc avec un studio que tu aimes beaucoup. Ouais. Donc je te laisse en parler, tu en parleras mieux que moi. Moi c'est mon top 1. Tu vois, allez, ça y est. Donc voilà, je commence mon top par le 1. Mais oui, c'est Castlevania Belmont's Curse. Donc, qui est développé par Konami, et on reparlera un petit peu aussi de Konami plus tard dans l'analyse de la conf, mais ils reviennent en force et ils nous l'avaient promis un petit peu ce revival de Konami sur leurs jeux, leurs grosses licences, et en fait leur stratégie c'est de déléguer, et là ils délèguent Castlevania en 2D, donc dans la formule Metroidvania, donc finalement en plus Kira ça s'installe complètement dans notre fil rouge. C'est clair, c'est exactement ça. Un peu drôle que dans notre fil rouge il y a la renaissance de la saga 2D de Castlevania, parce que ça fait 30 ans malgré tout. Et donc on revient avec le studio de Motion Twin, qui est un studio français que j'aime énormément pour le jeu Dead Cells, donc qui est un roguelite, mais Metroidvania. Donc extrêmement inspiré de Castlevania, à tel point qu'ils avaient fait un DLC Castlevania. Donc que tu as testé ici d'ailleurs. Que j'ai testé ici à la taverne, et j'imagine encore une fois pour ces équipes la consécration. Ils sont partis de leur jeu indé Dead Cells à faire un DLC Castlevania pour se retrouver à faire le revival de la saga Castlevania en 2D. Je suis trop content pour le studio, il le mérite. Et là, l'action se déroulera à Paris en 1499, dans une ambiance tout à fait gothique, comme on a l'habitude, avec des graphismes en 2D. On retrouve le fouet iconique. La sortie est prévue pour fin 2026, et on incarnera un successeur de Trevor Belmont. Donc, Kira, je suis ultra bouillant. Ah, tu m'étonnes. Quand j'ai vu T'as pensé à moi direct. J'ai pensé à toi direct. J'ai aussi souri parce que c'est vrai qu'on a initié un fil rouge cette année sur Castlevania. Nous a duré quand même plusieurs semaines. Ouais. Et c'est vrai que pourquoi pas finir l'année sur un épisode de Castlevania, ça bouclerait une forme de boucle. Comme le studio boucle une forme de boucle, on va dire, par rapport à l'héritage de Dead Cell et de leur DLC Castlevania. Ouais, ça me fait vraiment plaisir pour eux, parce qu'encore une fois, je me mets dans leur peau et je me dis, les gars, ils sont en train de vivre ça, avec cette fois-ci Konami en direct, à faire revivre la saga en 2D. Enfin, c'est hyper chouette. Et pour nous, en fait, en voyant ça, j'ai réalisé que c'était les 30 ans de Castlevania, donc j'avais même pas capté que nous, on avait fait ce fil rouge pour les 30 ans, tu vois. On l'a fait parce qu'on avait envie, mais on se rappelait pas du tout que c'était les 30 ans. Non, c'est parti de toi qui a eu l'idée de faire, Lord of Shadow, qu'on adore tous les deux, etc. Moi, je suis venu... Enfin, bref, ça s'est bien enchaîné. Donc, on finira, en effet, l'année, s'il sort bien fin 2026, par une chronique de Castlevania Belmont's Curse. Donc, je serai très heureux de chroniquer, puisque c'est mon top 1. Donc, je peux dire mon top 5 du coup quand même, Kira. Du coup, tu peux dire ton top 5. Dans quel ordre? Non, mais ça va être rapide. Mon top 5, c'est un DLC gratuit qui est celui Légende de Ghost of Yotei. Parce que tu l'avais fait toi, Légende de Ghost of Tsushima ou pas? Alors de mémoire, c'était pas un mode coop. Si, ouais, c'était tout à fait un mode coop. Ouais. Oui, alors j'ai joué avec une autre personne, je me souviens. Ouais. On l'a pas fini, mais je l'avais pas mal entamé, et je trouvais que le gameplay d'ailleurs se mariait bien en coopération sur des missions de Ghost of Tsushima. Moi, j'avais beaucoup aimé Ghost of Tsushima Legend, où en effet c'est du coopératif, où on peut aller jusqu'à 4. Et on va finalement faire des petites quêtes, des missions, etc. Combat en arène, survivre, ce genre de délire. Et ça marchait très bien sur Ghost of Tsushima, pardon, c'est pas facile à dire. Simplement, c'était en contenu, c'était pas incroyable. Enfin, pas une très grande densité de contenu. On faisait vite le tour.
mais c'était vraiment cool. Et là, donc C'était gratos. Ouais, c'était gratos. Et là, le 10 mars 2026, ils resservent le couvert, donc mise à jour gratuite pour les possesseurs du jeu, évidemment, et avec le retour de ce mode coopératif qui se joue à 4, avec 4 classes différentes, samouraï, archer, mercenaire, shinobi, et on affronte des versions un peu chimériques des Sea Yotei, un peu, tu vois, un peu folklorique. Ça me fait penser, bon, ça c'est le jeu là de Shinji Mikami qui était un peu cassé, tu sais, mince, en vue FPS, là où tu étais dans Tokyo avec des fantômes et tout. Ghostwire Tokyo. Voilà, où on affronte un peu ce côté un peu décalé, chimérique et tout des Sea Yotei. Et donc voilà, dans ce mode-là, gratuit. Donc moi, je trouve que c'est un bon move pour faire durer un peu le jeu. Et en plus, l'avantage, tu vois, pour les développeurs, Sucker Punch, c'est que ça évite que le jeu reparte trop tôt sur les marchés de l'occasion, etc. Pour faire un peu de rétention et tout. Donc via une mise à jour gratuite, je trouve que c'est pas mal. Ton top 4, Kira. Alors, mon top 4, c'est un univers que j'adore, un jeu que j'attends beaucoup. Et surtout, je trouve que le studio n'est pas parti dans le délire de faire une simple suite, faire un épisode 1.5. Okay. Ils ont explosé tout ce qui faisait le gameplay de leur précédent jeu pour en faire quelque chose de différent. Donc, c'est Control, Remnant. Comme je le dis souvent, l'univers de Remedy, actuellement, c'est l'un des univers les plus intrigants et les plus fouillés et travaillés de ces dernières années, entre le paranormal, et là, on le voit bien, surtout, tu sais, les décors qui se transforment, cette ambiance quand même assez oppressante, et je trouve qu'il y a un vrai potentiel. Si ce nouveau jeu pousse encore plus loin l'action et la mise en scène, on pourra avoir quelque chose quand même de très marquant, et pourtant, c'est pas mon délire, parce qu'on a l'air d'être parti plus dans un jeu à la Devil May Cry à la base. Ce qui n'est pas forcément ma cam initialement, moi j'étais plus sur la partie shoot du précédent jeu, et ils ont fait vraiment 2 jeux aux antipodes. Le premier, c'était un jeu où il fallait bouger en tirant sans se faire impacter par les ennemis. Là, on va aller vraiment bouger également, mais au corps à corps des ennemis, pour pouvoir les exploser avec un système de combo et tout. Donc j'ai vraiment hâte. En plus, on est dans un Manhattan qui est totalement ouvert, avec, tu sais, un délire Dr. avec Strange, les Doctor Strange ou même Inception, ouais. Où ça bouge dans tous les sens et tout. Et moi, ce que j'ai vu m'a beaucoup plu parce que c'est la vidéo où on a vu le plus de gameplay, on a vu le plus sur son histoire. Et donc, forcément, j'ai hâte d'en voir plus. Et ça sort cette année. Il n'y a pas de date, encore une fois, mais ça sort cette année. Ouais, c'est un très beau trailer. C'est le plus complet qu'on ait eu du jeu. Et tu vois, je vais te dire mes notes. J'ai mis gameplay très nerveux, très proche du beat'em up. Que l'original. Enfin, en effet, il y a un changement de braquet sur le gameplay qui fait très envie. Donc, je me doutais de le voir dans ton top. Donc, Kira, j'espère que tu nous feras une petite chronique sur ce jeu qui s'annonce très prometteur. Sachant que j'avais prévu de faire quelque chose en lien avec Remedy, je me dis que ça pourrait peut-être être l'occasion de l'intégrer, après avoir comment ça va s'intégrer narrativement, en fait, dans le reste de la saga, parce que j'avais prévu de faire en Quantum Break, tu sais, qui est un ancien jeu que je voulais remettre sur le devant de la scène, qui est un jeu un peu oublié du studio, mais que j'aime beaucoup, et qui ne fait pas partie de la chronologie Remedy. Par contre, on retrouve souvent des petits easter eggs liés à ce jeu, en fait, dans les autres jeux Remedy. Et donc, je me suis dit que j'aurais peut-être pu faire quelque chose justement par rapport à ça. Donc oui, c'est prévu que je le teste. Après quand, bon, ça reste la grande question, parce que 2026 c'est une année quand même très chargée. Hein. Ouais, c'est un peu ce que cette conférence me fait dire aussi. Il y a pas mal de choses sur le feu. Et on a chroniqué Alan Wake, moi le 1, toi le 2, je crois. Donc il y a du Remedy à la taverne du gamer. Est-ce que tu avais fait Control à l'époque? Oui, mais j'ai platiné Control, j'ai retourné dans tous les sens, j'ai fait les 2 DLC. On l'avait testé à la taverne, oui, tout à fait. Oui. Donc on avait fait Control, donc il faudrait voir un petit peu comment on peut goupiller tout ça. Mais ça reste une proposition très atypique dans l'univers du jeu vidéo. Et c'est vrai qu'énormément de jeux se ressemblent de plus en plus. Et ça, ils ont vraiment leur propre patte, je trouve, et on le ressent bien sur le Control Remnant. Et toi, ton 4e? Mon 4e est un jeu que je n'ai pas vu venir, qui me tente énormément, c'est Yoko Shinobi Ops, qui est de Acquire, donc le studio qui a fait Tenchu, et Shuseya Games. C'est prévu pour 2027, par contre. C'était un des jeux les plus lointains en termes de présentation. Et donc, c'est un jeu d'action, infiltration, vue de dessus, tu sais, vue en 3/4 à la Diablo ou à la Tenchu, où le principe... ça va être de la discrétion, de l'assassinat, comme un shinobi le ferait, avec toutes les capacités qui vont avec, grappin, fumigène, destruction de murs, etc. Et
et en remplissant des missions qui seront données par l'histoire. Et c'est un retour de Tenchu un peu à l'ancienne que j'aime beaucoup. C'est une saga que j'ai toujours trouvé très très cool. Et dans cette petite proposition qui sera jouable en coop jusqu'à 4, je me dis que ça peut très très bien marcher. La DA était assez séduisante. Et finalement, tu vois, ce jeu m'a fait de l'œil. C'est vrai que le jeu a l'air plutôt cool, ça a l'air assez joli, je suis pas étonné de le trouver dans ton top. Ton top 3, Kira, on arrive dans le trio. On arrive dans le trio. En top 3, moi j'ai mis John Wick, le jeu. Ok, excellent. Alors pourquoi ? Parce que déjà, j'aime bien les films. Adapter l'univers John Wick en jeu vidéo, c'est une idée qui peut paraître pertinente, mais en fait pas tant que ça. Parce que John Wick, c'est quand même le personnage le plus cheaté de films d'action et qui est quand même aussi le plus increvable des films d'action. Il faut quand même rendre ça fun tout en gardant l'ADN de John Wick. Donc ça a l'air d'être ça. Les scènes de combat m'ont paru un peu lentes, mais ça c'est le côté cinématique. Et quand tu passes d'un film à cinématique, ça peut jouer. Et donc, si le gameplay retranscrit quand même la précision, la brutalité et le rythme ultra nerveux des films, je pense qu'on peut se tenir sur un jeu d'action quand même très intense et stylisé. Quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, putain, s'ils font un John Wick à la Sifu, ça va être trop bien. Et a priori, c'est les ambitions. Ils veulent faire un John Wick à la Sifu, tout à fait. Donc, en vue de derrière, où tu avances un peu. Alors, est-ce que. Ouais, c'est si complètement fou. Est-ce qu'ils vont faire un jeu en roguelike où on va avancer au fur et à mesure ou quoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est les inspirations premières du jeu John Wick. Et ça, c'est quand même très très cool. Et c'est ce qui fait que je suis très excité par cette sortie. Et modélisation plutôt cool. Le trailer est assez dynamique. On reconnaît bien l'acteur. Ça a une bonne vibes. Extrêmement violent. Enfin voilà, c'est du John Wick. Et moi aussi. Il est pas dans mon top, mais je me suis douté que toi t'en parlerais parce que ça a l'air quand même assez fidèle au film. Et c'est bien là l'essentiel d'une adaptation de film. Oui, puisque j'ai envie de voir, c'est un système un peu technique. Tu sais, dans ces combats, comme Sifu par exemple, c'est qu'on puisse faire des trucs de ouf en étant John Wick, mais que ça nous demande aussi un certain investissement. Pas juste des QTE, pour que ce soit classe, mais qu'on ait vraiment cette sensation de jouer John, enfin Baba Yaga, comme on l'appelle. Et c'est vraiment, ça m'a donné très très envie. Ok. Ton top 3. Mon top 3, c'est le jeu dont j'ai joué 10 minutes, donc qui est un Shadow Drop. Et je pense que la partie Shadow Drop, si tu veux, tu peux expliquer ce qu'est rapidement un Shadow Drop, Kira ? Alors le Shadow Drop, c'est la grosse surprise, c'est-à-dire on n'a jamais entendu parler du jeu, on le présente, il sort direct dans la foulée. Bon, ils le font beaucoup sur les démos, c'est Microsoft, je crois de mémoire, qui a lancé ça en premier avec son Hi-Fi Rush, où il nous avait présenté le jeu lors d'un Xbox développeur direct, et ils l'ont sorti direct et ça avait fait halluciner tout le monde. Buzz. Maintenant, c'est devenu une petite... un moyen de communication très intéressant parce que ça permet de jouer sur l'excitation du joueur à l'acheter en direct en fait pour pouvoir le faire dans la foulée, et surtout ça permet aussi de récompenser, je trouve, ceux qui ont regardé la conférence jusqu'au bout. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Moi j'en parlais tout à l'heure, j'ai mis dans mes mentions. Ok. Donc c'est God of War Sons of Sparta, qui est le jeu en 2D, en pixel art, développé par Mega Cat Studio, supervisé par Santa Monica Studio pour la partie scénario. Et c'est un mélange d'action platformer à la Metroidvania, donc voilà, c'est complètement mon credo. Et pour la première fois, on explore vraiment la jeunesse de Kratos, donc c'est vrai qu'il fait un peu gamin par rapport au reste, et de son frère Deimos. Deimos, ouais. C'est avant Ghost of Sparta et Chain of Olympus. Ok. Et donc il a été disponible en effet tout de suite, ce qui, encore une fois, je trouve, rajoute quand même quelque chose à l'annonce, parce qu'en plus c'est leur One More Thing. One More Thing un peu risqué quand même, parce que c'est un jeu 2D, pixel art, etc. Donc il faut quand même le sortir en One More Thing. Mais le twist du Shadow Drop, c'est vrai que renforce vraiment cette annonce. Il est un peu cher, 29,99 €. Ouais, j'ai trouvé aussi. Ouais. Donc ça, après, à voir, j'en parlerai quand je chroniquerai le jeu, voir si c'est trop cher à mon goût. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une petite somme quand même, 30 €. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, hein. Peut-être que le jeu est excellent, et je l'espère. Mais en tout cas, moi, pour l'aspect Metroidvania, forcément, ça m'a branché tout de suite. Oui, puis je trouve que c'est assez joli. Il y a un pixel art à l'ancienne, mais comme si c'était dessiné à la main, en fait. J'ai trouvé ça plutôt cool. Ça m'a fait très très envie. Et surtout, en tant que fan de God of War, c'est vrai que je maîtrise quand même bien le lore. J'ai fait tous les jeux plusieurs fois.
à part le Ragnarok que je n'ai pas encore fait, mais je parle vraiment pour toute la première saga. Et je pense que le fait de voir un jeu avec Kratos et Deimos, c'est un kiff quand même pour celui qui connaît, quoi. Donc on va voir ce que toi, ton avis de profane sur cette partie-là du lore, ce que t'en as pensé, donc j'ai hâte d'entendre. Eh ben écoute, ton top 2, Kian. Alors je pense qu'on a le même top 2. Ah, ok. Je pense que c'est Kena tous les deux. C'est Kena, en effet. Donc la suite de Kena, Bridge of Spirit, donc ça arrive pour moi donc dans les deux premiers. Le premier épisode m'a déjà impressionné à l'époque par sa direction artistique quand même sublime, et ses combats malgré tout exigeants, faut dire ce qui est. C'était un jeu que j'avais trouvé un poil restreint dans ses maps et dans ces zones où c'était vraiment de l'arène. C'est voilà, t'avances, tu te bats, t'avances, tu te bats, t'avances, tu te bats. Pourquoi ? Parce que c'était aussi le studio, c'était un studio assez néophyte dans le milieu du jeu vidéo. À la base, ils viennent de l'animation et ça se ressent. Et là, ce qui m'a plu, c'est que j'ai l'impression que le jeu élargit l'univers, donc ils enrichissent le gameplay et ils poussent encore plus loin, tu vois, l'émotion qu'on pourrait avoir. On peut chevaucher des montures, il y a un système d'alchimie a priori, et donc ça me donne encore plus envie d'y jouer et de voir ce que ça pourrait donner. Est-ce que ça serait le Kena en triple A ? Peut-être, parce que le premier c'était plus un jeu indé. Donc est-ce qu'on aura un Kena avec des grosses ambitions ? Donc je ne sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai vu m'a énormément plu. Oui, tout pareil. On sent en plus une certaine maturité dans la proposition. Kena reste un excellent titre, mais qui en effet était un peu perfectible sur certains points. Enfin, on voyait qu'il tâtonnait un peu. Puis c'était un jeu de line-up aussi, donc faut dire que techniquement déjà, c'était en début de sortie de console. Non, et puis vraiment c'était un très bon jeu, mais qui méritait de maturer un petit peu. Et j'ai eu en tout cas l'impression, en voyant donc ce trailer de ce second Kena, d'avoir quelque chose justement de plus mature, plus ambitieux. On voit aussi que l'héroïne, elle retranscrit, elle illustre un petit peu ça parce qu'elle est elle-même plus âgée, plus expérimentée. Sauf que pas de bol, son bâton magique s'est brisé. Et quand tu parlais d'alchimie, en effet, comme son bâton s'est brisé qui lui permet de maîtriser les éléments, c'est l'alchimie qui remplace un petit peu ça. Et j'ai trouvé ce monde de Cosmora hyper vaste. Tu as parlé des montures, c'était un moment fort, je trouve, parce que ça faisait, en plus avec une vibe un peu Sucker Punch dans la façon dont la monture est gérée, elle est cadrée, où tu as la caméra un petit peu vue de derrière, très cinématographique, etc. Donc on voit que oui, c'est un studio qui a pris beaucoup de maturité dans sa proposition. Ça fait extrêmement envie. On n'a pas encore la date, c'est courant 2026 sur PS5 et PC. Il s'appelle Scars of Cosmora. Et comme toi, je suis bouillant. Et c'est vraiment une DA qui est très belle et qui fait envie d'en voir une série animée. Enfin, moi, c'est vraiment. J'avais dit ça pour Kena déjà la première fois. Et là, je persiste. Oui, ils n'avaient pas parlé justement de faire du cross-média sur cette série. Alors, série. je crois aussi, à part si c'est nous qui sommes trop chauds et on a fini par fabuler parce qu'on sait absolument ce qu'on a envie de voir, mais je crois aussi qu'ils en avaient parlé. Donc ce serait très bien. En tout cas, l'univers s'y prête évidemment énormément. Oui, parce que le premier jeu est sorti maintenant il y a 5 ans, de mémoire. Donc il y a à peu près 5 ans. Donc là, le développement, je pense pas qu'il l'ait fait en 2 ans. À mon avis, ça a dû prendre également du temps. Donc peut-être qu'ils étaient trop occupés sur ça serait bien. cette mouture. Donc c'est possible. Mais bon, voilà, à voir. En tout cas, c'est vrai que ça pourrait être une belle offre cross-média. Bon, ton top 1, moi on le connaît déjà. Vas-y, dis-nous c'est une compile ou c'est pas une compile ton Alors, top 1? c'est une compile, bien sûr. C'est Metal Gear Solid Master Collection Volume 2. Pourquoi ? Parce que c'était le gros moment inattendu. C'est vrai que j'avais publié il y a quelques jours sur la que t'espérais le voir. Que j'espérais le voir et j'ai été écouté. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a 2-3 choses que j'ai publiées il y a quelques semaines que j'espérais voir et on les a vues dans cette conférence. Donc, je vais pas dire que je suis l'oracle du jeu vidéo, mais là, pour le coup, je me suis fait un peu mousser. T'as été entendu, en tout cas. J'ai été entendu. Je savais que 2026 serait une superbe année. Et tu vois, ça me conforte. Pourquoi c'était pas gagné déjà ? Parce que Metal Gear Solid 4 était sorti sur PS3 en 2008. Et surtout, était sorti que sur PS3 en 2008. Il n'avait jamais été porté parce que le développement d'époque déjà était très très compliqué. Il y avait énormément de facteurs qui faisaient que le jeu était très dur à coder, ce qui fait que Konami a mis du temps en fait à nous sortir cette compile à cause de ce jeu-là. Là où je suis très content, c'est de voir que déjà que Konami remet sur le devant de la scène donc cette saga mythique. On a eu Metal Gear Collection Volume 1, on a eu Metal Gear Delta.
Et cette deuxième collection inclut donc 2 épisodes majeurs, donc un plus que l'autre, bien sûr, Metal Gear Solid 4, mais aussi Metal Gear Peace Walker, que Version j'aime beaucoup, PSP. qui était un J'ai opus beaucoup dédié à aimé. la PSP. Ouais. Oui, Il est c'était pour chouette. moi un des meilleurs Metal Gear, alors que je sais qu'il ne fait pas consensus là-dessus, mais c'était le Metal Gear, en fait, qui lançait un petit peu, tu sais, la Mother Base de Metal Gear Solid 5, donc de ce que voulait faire Hideo Kojima sur C'est sa vrai, séquelle suivante. C'est peut-être un des épisodes les moins spectaculaires, du coup, mais je trouve que c'est cool de l'avoir sur Bah, console carrément. nouvelle génération, parce que le seul moyen d'y jouer, c'était soit sur PC, soit en rétro-compatible sur Xbox, si on avait encore la galette, parce qu'on pouvait même plus l'acheter. Mm, Tu vois. mm. Donc ça, c'est cool. Et ils ont mis dedans Metal Gear Ghost Babel, qui était sorti sur Game Boy Advance. Oh, sympa. Là où je suis néanmoins un peu déçu, ils n'ont pas mis les Portable Ops, qui sont pour moi, surtout le premier, un jeu très important, parce que ça permet de voir la rencontre entre Big Boss et certains autres personnages très importants du lore, comme Kazuya Miller. Et ça, c'est dommage. Et ils n'ont pas mis non plus les Metal Gear Acid, qui était une espèce de... Comment ça s'appelle, tu sais, une espèce de bande dessinée interactive. Ah oui, d'accord. Ok, visual novel un peu. Voilà, un visual novel, tout à fait. Et je pense quand c'était sorti exclusivement sur PSP aussi. Et je pense que ça aurait été bien de les mettre au moins en bonus sur la galette pour le principe. Néanmoins, je vais pas bouder mon plaisir parce que Metal Gear 4, je l'ai fait que 2 fois quand il est sorti en 2008 et je ne l'ai pas refait depuis. Ah. Et je traînais un peu la patte sur ce fil rouge que j'ai initié avec Metal Gear il y a 2 ans maintenant. Justement en espérant que la deuxième compile sorte pour que je puisse refaire Metal Gear Solid 4 dans de bonnes conditions, ce qui est le cas, donc je vais pouvoir continuer les Metal Gear donc théoriquement cette année, vu que ça sort au mois d'août. Ok, bon bah écoute, bon évidemment quand j'ai vu ça, je savais déjà que c'était ton top 1, je suis très content de voir l'épisode PSP que j'aime beaucoup. Donc ouais, c'est chouette, et puis ils sont cohérents avec eux-mêmes, ils continuent dans leur bonne lancée, et ils auraient tort de s'en priver. Bah c'est clair, tout à fait. As-tu des mentions, Kira? Alors oui, j'ai quelques mentions honorables. Alors je vais commencer par la bande-annonce de James Bond, que j'ai trouvé plutôt cool, qui montre un petit peu plus, surtout sur la partie scénario du jeu. Donc, et ce que j'ai bien aimé dans cette bande-annonce, c'est que ça m'a rappelé Uncharted. C'est vrai. Un jeu d'action très linéaire à l'ancienne, qui est devenu un peu une anomalie qu'on ne trouve plus beaucoup maintenant. Le dernier en date, je crois que c'était Les Gardiens de la Galaxie. Dans ce genre, et moi c'est ce que j'aime, et j'ai envie d'un jeu de 20 heures intense qui se regarde comme un film, et j'ai l'impression que ça va être ça. J'aime toujours l'acteur qui joue James Bond, il a l'air tête à claque comme Jaja, donc ça va être plutôt sympa. Et c'est ma première mention honorable. Et la deuxième c'est la fameuse annonce de God of War trilogie remake. Parce que c'est quelque chose que j'attendais énormément. J'étais content de revoir le premier interprète de Kratos. Qui était, je me rappelle à l'époque, il avait été très déçu de ne pas avoir été rappelé, à juste titre, parce que Kratos a vieilli, pour jouer à nouveau Kratos dans le dernier diptyque. Et le mec a l'air sympa, il avait l'air chaud patate, donc c'est plutôt cool. Néanmoins, si je l'ai mis en mention honorable, c'est que c'est annoncé beaucoup trop tôt, en fait. Donc je suis très content de le voir, ça a marché sur moi, mais c'est annoncé beaucoup trop tôt. Le jeu va pas sortir avant 4 ans. Et, je suis d'accord. Et ça clairement, ça m'embête, parce que pour la conférence, on n'avait que des jeux sortiront cette année, mais là ils nous sortent quand même un truc qui va sortir pas avant 2030. Ouais, ils voulaient vraiment marquer le coup. Après, j'étais content aussi de voir l'acteur, et je trouvais assez sympa de voir un vrai acteur mis en avant pour présenter un jeu avant même de voir le jeu, donc je trouvais ça plutôt sympa. Mais pareil, il a pas sa place pour moi dans un top, parce que finalement c'est un teaser plus qu'une bande-annonce, donc voilà, je te rejoins à 100% pour ton analyse. Alors surtout que ce teaser a servi surtout pour leur One More Thing, en fait. Il a sorti d'amorce pour justement pouvoir balancer l'épisode 2D qui a l'air très très cool, mais c'est vrai que mis sur le papier, tu le disais tout à l'heure, un One More Thing, ça reste quand même un épisode de niche. Beaucoup de personnes sont même un peu déçues de la tournure 2D qui a pris ce spin-off. Et du coup, ils ont profité justement de ce gros levier, de cette hype pour balancer. Donc je trouve que c'est un très bon mood commercial au final. Mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est vraiment trop tôt. Donc ça, c'est mes 2 mentions honorables. J'ai très 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 hâte de refaire les God of War, la trilogie. Donc je vais suivre ça vraiment avec une certaine assiduité.
Moi, j'ai une mention honorable que j'ai pas voulu mettre dans le top parce que c'est trop évident et j'en ai beaucoup parlé. C'est Saros, évidemment. Voilà, c'est un des jeux que j'attends le plus. On en a vu plus. On en a vu plus. On a vu plus de scénarios. On a vu le hub central qui sert un petit peu de base où après on peut faire des cultures, des machins, des trucs. Enfin, ça a l'air très sympa. Et ils ont quand même, je pense, édulcoré un peu leur formule où on est vraiment dans un roguelite où à chaque mort, on va revenir un tout petit peu plus fort. On va pouvoir faire finalement une aventure un peu plus à la carte, plus accessible, avec un curseur de difficulté qu'avec différents paramètres du jeu, on pourra bouger. Et ça, je trouve que c'est un bon move. C'était une bonne idée. Parce que Returnal est un jeu de niche parce que sa difficulté. Aujourd'hui, il tente avec Saros plutôt une approche où chacun va se créer son expérience de jeu en fonction de sa sensibilité. Donc je trouve que c'est très bien. Je trouve que Housemarque, c'était vraiment un des studios PlayStation qui a le vent en poupe. Donc voilà, je suis content. Le protagoniste qui me fait toujours, je trouve bien badass, qui fait bien envie. Alors moi pour le coup c'est l'inverse, je trouve que le protagoniste a un charisme. Ah, tu l'aimes pas négatif. Ouais. Clairement quand je l'ai vu, il ressemble à vraiment un ricain générique. Et je t'avoue c'est un petit peu le seul point sur lequel je pourrais pinailler, c'est que Dodo ça va, mais quand je vois sa tronche, ça m'a un peu fait penser au personnage de Returnal en fait. Je trouve qu'ils ont un problème avec la création de leur personnage. Ils font des persos, c'est vrai, un peu plus quelconques, normaux. Mais en tout cas, celui-ci, moi, j'ai bien aimé. Mais voilà, c'est une énorme attente pour moi, donc je voulais pas l'intégrer dans le top pour laisser la place plutôt à ce qui a été un peu plus nouveau dans la conférence. Est-ce que tu as, par contre, quelque chose qui t'a chafouiné, un petit point Alors oui, j'ai deux petites choses. Je voudrais juste finir sur Saros. Oui, rappelle-moi bien, Returnal, le premier, c'était un roguelike, c'est ça ? Et là, on est plus sur un roguelite. Du coup, oui. Oui, c'est ça, en fait. C'est la formule qui change. Ouais, en fait. ça a l'air d'être un peu... Enfin, j'ai pas joué, mais ça a l'air d'être un peu moins hardcore, en effet. Avec une dimension progression vraiment à proprement parler, d'une partie à l'autre, qui est initiée par des compétences, des choses que tu vas acquérir à chaque mort. Là où Returnal, c'est quand même vraiment, pour le coup, un redépart à zéro à chaque fois. Il y a que ta connaissance du jeu qui va te faire progresser, devenir meilleur. Mais sinon, tu repars un peu de zéro, quoi. Ouais, là, il y a plus le stuff et tout. Les joueurs. Moi, mention déshonorable, j'en ai adressé qu'une seule, c'est à Capcom. Parce que là, clairement, je commence à être saoulé. C'est de voir du Resident Evil partout qui sort dans 2 semaines. Et j'ai dû couper la vidéo pour ne pas revoir d'autres images parce que j'ai pas envie d'être spoilé en fait. Bon, ça et Pragmata aussi on le voit partout, mais lui j'en ai totalement rien à carrer. Mais le truc c'est que pour le coup, je trouve que là on est arrivé à un stade où la campagne est trop agressive en fait. Et j'aime bien voir des choses sur un jeu qui va sortir, en plus si le jeu sort dans quelques temps. Là, Resident Evil sort dans 15 jours. Et là, clairement, je trouve que c'était la bande-annonce de trop. Alors, je peux que te donner raison, parce que c'est toujours mon argument. Après, pour le coup, celle-ci, c'est vrai qu'elle était vraiment mortelle, mais... comparé à celle de Nintendo, je sais pas si t'as remarqué, celle de Nintendo où il tuait personne. En fait, il visait mal, en tout cas, c'est ce genre. Celle de Nintendo, en fait, je sais pas si... Regarde là, tu vas rigoler, c'est qu'il tire volontairement à côté tout le temps. Il n'y a pas un zombie qui se fait toucher, en fait. Je pense que c'est peut-être lié à l'ADN Nintendo qui voulait pas peut-être des fusions de sang ou de choses comme ça dans leur Nintendo Direct. Alors que là, le mec, il cartonne, tu vois. Mais bon, j'ai coupé au bout de 30 secondes, 1 minute, je me suis dit non, c'est mort, j'ai pas envie d'en voir. Je comprends, et c'est vrai que c'est une campagne marketing extrêmement agressive. Capcom sont très présents sur quel que soit le constructeur, ils sont là. Moi, j'étais content de voir Konami, par contre, comme je disais, un peu le revival. En fait, c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette conférence. On a vu un peu d'Ubisoft avec Rayman 30e anniversaire, ça c'est plutôt cool, qui sortait Shadow Drop d'ailleurs en démat et en physique 26 juin. Moi, avec un petit passage de Michel Ancel, Michel Ancel qui était là. Exactement. Et ça, c'était cool parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ouais, c'était cool. Et moi, si j'ai une petite mention un peu en dessous, après, moi, en vrai, ma mention en dessous, je sais pas comment l'appeler. Déshonorable, si on veut. Elle me concerne pas vraiment, c'est juste le PSVR 2. Donc, si vous avez acheté un PSVR 2, RIP, je suis navré pour vous. Moi, je m'en fous. Mais c'est vrai que c'est totalement absent de cette conférence. Donc, voilà, je sais qu'il y a des amateurs et pour eux, ça m'embête un petit peu. En vrai, à part Capcom, qui fait vivre le PSVR 2 Gran Turismo, je pense que c'est le plus... Ouais, il y a Gran Turismo, mais Capcom qui sort quand même ses Resident Evil intégralement jouables en VR, donc ça c'est quand même un très très bon mood de leur part. J'ai quand même l'impression que c'est un peu la disette de ce côté-là, et quand on voit le prix du casque,
ça un peu fort au café quand même. C'est bien, c'est de la nouvelle technologie et ça permet aussi d'avancer. Des fois, il faut sortir des choses pour pouvoir avancer dans le hardware ou même dans le software. Donc là-dessus, Sony, ils ont géré, mais j'ai un peu l'impression qu'ils le balancent avec l'eau du bain. Ouais, complètement. Donc voilà, c'est ma mention un peu déshonorable, mais sur la conférence en elle-même, moi, je confesse, je pensais, comme l'année est acquise à PlayStation grâce à GTA 6, il ne ferait aucun effort. Moi, j'en étais intimement convaincu qu'il ne ferait aucun effort cette année, mais force est de constater que je trouve, pour moi, personnellement, c'était une des meilleures conférences PlayStation de l'ère PS5, vraiment, pour son format, son rythme. Il y a une certaine maturité là aussi dans le format, je trouve, où il y avait beaucoup d'humains, il y avait beaucoup de personnes qui présentaient. La conf était longue, mais elle a pris son temps sur chacun des jeux, où tu avais des petites explications des développeurs. Il n'y avait pas tant de trailers que ça, finalement. C'est une conférence qui respire bien. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette conférence qui est en plus une vitrine un petit peu de ce que sait faire PlayStation. Ils ont beaucoup mis en avant la PS5 Pro à chaque fois. Vitrine, enfin capturée sur PS5 Pro. Ouais, c'était important ça. Ouais, en tout cas, j'ai trouvé qu'ils ont fait le job et ils l'ont pas fait par paresse, ils l'ont vraiment fait par force et conviction. J'ai trouvé cette fois-ci ce qui manquait à PlayStation ces derniers temps. Et on voit, je trouve quand même vraiment le virage qui s'affirme à la sortie de l'ère Jim Ryan, où ils campent davantage sur leur position, les jeux solo, le côté plus humain, etc. Et en ça, je trouve une certaine évolution, un virage à PlayStation qui me plaît plus que celui que j'ai vu depuis 5 ans. Et toi, ton avis sur la conférence, Kira, dis-nous. Alors, je te rejoins, j'ai même failli pas regarder le State of Play au départ, parce que je me suis dit, bon, une année acquise et les 4 autres State of Play d'avant décevants, forcément, ça va m'ennuyer. Je me suis dit, bon, je cuisine, c'est l'occasion. J'ai regardé pendant que j'étais dans ma cuisine et tout, et finalement, j'ai arrêté de cuisiner pour pouvoir la regarder complètement. C'était pour moi la meilleure conférence qu'ils ont fait depuis très longtemps. De mémoire, une conférence aussi bonne, c'était celle où ils ont annoncé Shenmue 3, donc c'était en 2015 je crois, donc ça remonte vraiment à loin. La conférence était cool, 60 minutes, j'avais peur d'un gros ventre mou, mais même pas. C'est pas le cas, franchement c'est pas le cas. Il y a eu un petit moment pendant 5-10 minutes où ils ont balancé des trailers à la volée, mais c'est normal en soi pour aussi alimenter le contenu, donc c'est important. Ça n'empêche que j'ai trouvé la formule très bien. C'est un peu la conférence du remake et du remaster, je t'avoue, parce que j'ai remarqué sur les réseaux, ce qui ressorte le plus, ça reste justement ces fameux remakes qui remaster ou compile qui ont été annoncés. Moi le premier, j'en ai quand même 2 dans mon top. J'ai vraiment été conquis. Je trouvais que c'était une très bonne conférence de la part de Sony. C'est pour ça que j'ai appelé ça un PlayStation Showcase, parce que ça aurait pu être un PlayStation Showcase. En fait. Oui, il le mérite. On n'a même pas parlé de Dead or Alive, les 30 ans. Rayman, on en a parlé. Je trouve. Marathon, personne n'en parle, mais il était là. Ouais, il y avait Marathon, il y avait Rêve Noir aussi, un autre jeu qui avait l'air une ambiance assez mystérieuse, sympa. Il y avait Silent Hill Townfall. Voilà, qui, je sais pas si tu veux en parler un petit peu, mais moi qui m'intéresse pas trop. Star Wars Galactic Racer, par contre, ça te fait envie, ça, ou pas? Pas du tout. Toujours pas. Non, moi, les jeux de course, déjà, c'est pas ma came. Il fait envie, moi, celui-là, quand même. Et après, ça a l'air très beau. En plus, ça reste un jeu de course, donc forcément, niveau affichage, t'as moins d'affichage qu'un monde ouvert ou quoi que ce soit, mais ça reste un jeu de course. Donc, à voir ce que ça pourrait donner, mais je t'avoue, c'est pas du tout ma Et le jeu du poulet énervé, là, le Black Mick Wutong, avec ça le a l'air cool. Avec le coq de combat de fou, un jeu sud-coréen, médiéval fantastique, un peu musso, combat et tout. C'est un jeu qui est... Il a un design, le poulet, je l'adore. Le coq, là, il est incroyable. C'est un jeu qui a été... c'est tiré de leur folklore à eux, en plus, donc c'est cool, encore une fois, la Corée qui nous alimente de jeux différents. Et au début, c'est quand j'ai vu le gros coq stéroïde, c'est quoi ça? C'est un sketch. Mais après, ça envoie bien et tout. Mais par contre, je trouve que ça envoie bien, et surtout, ça met à l'amende énormément de mousseux actuels. Et puis encore une nouvelle IP, donc Project Windless de Krafton. Voilà, il y avait comme une certaine diversité, une fraîcheur, je dirais, qui était vraiment agréable. Et je t'avoue que le jeu du coq de combat, là, je vais surveiller un petit peu, ça me tente beaucoup. Pareil. Tu rajoutes un mode coop avec un canard, et là, c'est le meilleur jeu du monde. C'est très drôle. Et donc oui, il y a eu la bande-annonce de Silent Hill, donc du coup, on a enchaîné directement sur le Silent Hill Transmission, donc c'était pour présenter justement le nouveau Silent Hill Townfall, comme ils l'appellent. Qui est développé par No Code, donc c'est un studio écossais qui est connu pour
des expériences narratives de base, plus penchées horreur, donc ils sont carrément dans le délire. C'est édité bien sûr par Konami, mais également par Annapurna Interactive. Donc j'ai l'impression que c'est la première fois qu'Annapurna Interactive participe à la production d'un jeu Silent Hill. Donc je sais pas si je me trompe, faudrait que je recherche. Non, je pense aussi, il l'avait un peu teasé ce jeu-là, mais à part ça, j'ai pas vu Annapurna dans le game. Donc voilà, et puis ils l'ont beaucoup mis en avant Annapurna justement dans la présentation du jeu, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'elle a servi d'intermédiaire entre le studio écossais et Konami qui a été fixé au Japon. Donc ça a toujours été présenté par le producteur exécutif qui a l'air d'un gars très sympa, hein, clairement. C'est un japonais, hein, quand tu le regardes, il a les mimiques japonaises ou quoi, mais je sais pas, il a une petite gouaille, il a une petite bouille un peu sympatoche. Donc en tout cas, c'était la bonne ambiance pour un jeu qui ne transpire pas la bonne ambiance, hein, concrètement. Le jeu va sortir sur PS5 et PC. Il n'y a pas d'annonce pour la Xbox, donc ça parle peut-être d'une exclusivité temporaire, à voir. Mais bon, voilà. En tout cas, celui-ci serait a priori exclusif pour l'instant. À voir. No Code Studio, en fait, ils ont... alors, c'était plus un making-of, on va dire, cette présentation, plus qu'une présentation de jeu. Donc, je vous ai fait une petite sélection de ce qu'on sait, en fait, du studio. Alors déjà, ils sont spécialisés dans la narration fragmentée, donc les ambiances lourdes et psychologiques. L'utilisation d'interfaces, style des écrans, des petites radios, tu vois, ou des systèmes interactifs, et de l'horreur subtile plutôt que des jumpscares. Donc là, clairement, quand je te dis ça, on est quand même dans du Silent Hill. On va suivre dans le jeu Simon Ordwell, en fait, donc c'est le personnage principal qui se retrouve dans la ville mystérieuse qu'ils appellent Sainte-Amélia, donc en Écosse. C'est une petite communauté insulaire couverte de brouillard qui m'a davantage fait penser à du Lovecraft qu'à du Silent Hill. Mais on arrive dans l'explication avec Silent Hill F, c'est que maintenant Silent Hill c'est plus une ville, c'est plus on va dire un état d'esprit en fait. Ça reste des traumas psychologiques. On voit le personnage qui se réveille avec une perfusion à la main, il se réveille dans l'eau et tout. Donc je pense avoir grillé le twist dès la bande-annonce, donc on va voir. Mais en tout cas, ce que j'en vois là, moi ça me fait beaucoup penser à du Silent Hill. À ceci près, c'est qu'on est sur du FPS. Comme le Silent Hill The Short Message est sorti pareil en Shadow Drop à l'époque sur PlayStation. Simon utilise un dispositif portatif, une petite télévision en fait, donc CRTV, qui fonctionne comme un outil narratif bien sûr, mais surtout comme la radio de Resident Evil 2. C'est-à-dire c'est grâce à ce petit outil en fait qu'il va pouvoir détecter les ennemis, voire les voir quand il est caché derrière des murs ou des choses comme ça. Ce qui permet de savoir si on rentre dans le tas ou pas. Et là où j'ai été surpris, c'est que le mode FPS, moi, sur les survival horror, je suis pas fan, parce que souvent, les personnages ont des baobabs dans le fion et ils avancent pas, en fait. C'est quelque chose qui m'embête. Surtout sur Resident Evil 7 et Resident Evil 8. Et là, j'ai l'impression qu'ils se sont très, très, très inspirés de Alien Isolation, en fait, qui, pour le coup, était un FPS, mais où le personnage était quand même assez agile. C'est-à-dire, on pouvait se mettre accroupi derrière les caisses, mais également se surélever légèrement, tu sais, pour regarder à gauche ou à droite, où on pouvait tourner très rapidement, qui nous permettait de nous cacher sous des tables ou des meubles, des choses comme ça. Et quand j'ai vu le feeling de cette bande-annonce, ça a l'air d'être ça, en fait, complètement. Hein. Le personnage a l'air d'être très agile, où il peut se faufiler plus facilement, et donc on a moins cette sensation d'être un bulldozer, en fait, face à des ennemis. Et j'avoue, j'ai peur de me retrouver dans un cas où on se retrouve avec un jeu peut-être un petit peu plus action que les autres. Bon, moi, il m'a vraiment pas fait envie, tu vois. Ce jeu, dans la présentation, même les phases de combat, enfin, celle que j'ai vue du State of Play, c'était plus, tu vois, au gros bout de bois où tu tapes les ennemis. J'ai pas vu de gunfight, mais en tout cas, je sais pas, moi, il m'inspire pas. J'ai pas trouvé ça très beau, l'ambiance déjà vue. Donc peut-être qu'il y en avait plus dans le Silent Hill Transmission là que tu évoques. Mais ouais, tu vois, moi, je sais pas. Je suis pas transcendé. Donc si tu veux, celui-ci, je te le laisserai de bon cœur. Alors je sais pas si je vais le faire parce que encore une fois, tu vois, le mode FPS sur les survival horror, je suis pas fan. Le truc par contre, c'est que on en revient à ce qu'on disait Sony tout à l'heure, enfin ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Konami délègue beaucoup de leurs licences à des studios externes en fait. Plus de studios vraiment. C'est ça, mais surtout à des studios de différents horizons en fait. Et c'est vrai que ce studio-là, leur spécialité, c'était l'horreur type FPS, et clairement, c'est ce qu'ils ont fait avec Silent Hill.
Pour Silent Hill F, ils étaient partis sur quelque chose de plus resserré, plus proche d'un Silent Hill 2. Et a priori, le prochain Silent Hill, donc ça devrait pas être celui de la Bloober qui devrait sortir tout de suite, mais il parle d'un autre Silent Hill qui arriverait, serait un style également totalement différent. Et donc, je trouve ça cool quand même que pour une licence aussi grande, ils tentent des choses différentes, un peu comme une anthologie. Et qu'on a bien la patte du studio, et c'est ce que j'ai aimé dans ce Silent Hill Transmission, c'est que T'as ressenti la patte du studio, quoi. Voilà, expliquer que pour eux, c'était un rêve de développer du Silent Hill, et que du coup, ils ont décidé d'adapter Silent Hill à leur univers à eux, en fait, tout en respectant les codes de l'horreur psychologique de Silent Hill, et là-dessus, ça m'a l'air réussi. Donc après, ça plaît pas, hein, c'est comme tout, mais en attendant, il faut quand même saluer l'initiative de faire quelque chose de différent avec cette licence. Ok, en tout cas, on le savait, hein, Konami, la volonté de faire revivre ces grosses licences. Et là, je pense qu'on est en plein dans l'exercice, même avec le cross-média, etc. Donc oui, je partage ton avis. Silent Hill est loin d'être mort. Attention à ne pas faire de surdose, mais bon. L'avenir nous le dira, mon cher Kira. Là, il te reste 12 minutes pour ta chronique, mon cher Kira. Alors, ok, donc je pense qu'on va dépasser un petit peu. Je crois qu'on a un petit peu dépassé. Voilà, il y avait beaucoup à dire. Bon, alors je vais commencer dès maintenant par un long préambule avant d'attaquer ma chronique sur Lord of Shadow 2. Déjà, parce que j'ai sciemment omis, lors de mon précédent test, les DLC de Castlevania Lord of Shadow. Donc c'était Rêverie et Résurrection, qui se déroule après la fin du jeu de base. Donc ils agissent de base comme un véritable épilogue, là où l'histoire principale s'arrêtait volontairement sur quelque chose de flou, voire d'inachevé. Ce qui, à mon sens, à l'époque, déjà m'avait fait grincer des dents, parce que je trouve que c'est quand même un gros bout de foiré, c'est te vendre 10 balles chaque DLC pour finir ton histoire. Ouais, ça c'est moche. C'est pas les DLC c'est qu'on quelque aime. chose. Voilà, c'est pas du tout les DLC qu'on aime, parce que vraiment, si tu les fais pas, tu loupes quelque chose de vraiment important. Le premier, c'était Rêverie, qui introduit le personnage de Laura, et qui commence à lever le voile sur le destin de Gabriel Belmont, et le second, c'était Résurrection, qui lui vient conclure cet arc narratif en montrant clairement la chute définitive de Gabriel, et surtout sa transformation en Dracula. Voilà. Et j'en ai pas parlé la dernière fois, parce que je ne voulais pas spoiler la fin, mais gros twist voilà, quand même, quoi. Mais gros twist quand même, et surtout le twist le plus important pour moi de l'histoire de Castlevania, quand même, de t'apercevoir que le personnage que tu jouais depuis le début était devenu le principal antagoniste de cette série. Ouais, c'est un move hyper intéressant qui a marqué énormément de joueurs, et c'est ce qui a offert une sorte de consécration à Lord of Shadow comme un véritable Castlevania. Oui, et puis c'est ce que les gens se souviennent en fait. C'est-à-dire quand on parle de Castlevania Lord of Shadow, ils se disent « Ah oui !» C'est le jeu où on joue Dracula. Tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui est rentré. Et pour le deuxième jeu, donc ils ont vraiment épousé cette thématique. Et donc c'est normal que j'en parle à ce moment-là. Donc ces DLC, comme je disais, sont pas simplement optionnels d'un point de vue scénaristique. Ils ferment réellement les portes laissées ouvertes à la fin du jeu principal. Et surtout, ouvrent une très grande porte pour la suite du jeu qui va arriver. En termes de durée de vie, chaque DLC propose environ 2 à 3 heures de jeu, donc selon la difficulté. Ce sont des expériences qui sont certes assez courtes, mais qui sont très denses narrativement, et surtout très axées aussi sur les défis et les combats de boss. Donc là, on avait quelque chose qui était plus en accord avec l'évolution du personnage de Gabriel. Ouais, et puis comme tu dis, ils sont ultra importants, enfin il faut les faire. Enfin, si on fait Lord of Shadow, il faut les faire. Voilà, c'est même une importance capitale. Hein. Sans eux, Lord of Shadow perd une partie de son sens. Hein. Ils apportent vraiment une conclusion émotionnelle et expliquent clairement et surtout pourquoi Gabriel devient Dracula. Et c'est quelque chose d'important, et j'aime beaucoup ces 2 DLC, parce que je trouve que c'était vraiment... encore une fois, c'est un mood d'enfoiré, ils auraient dû être dans le jeu de base. En fait. Donc moi, j'ai mon édition boîte où j'ai tout sur la galette, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que pour les personnes à l'époque, je pense que ça a dû pas mal faire grincer des dents. Ouais, je bafouille encore. Ensuite, nous avons eu Castlevania Mirror of Fate. Donc c'est un épisode exclu au feu Xbox Live Arcade ou au PSN. Ici, on opère un retour assumé à la formule plus classique, proche des anciens Castlevania, donc on est sur du Metroidvania. On retrouve une exploration en 2,5D, une carte interconnectée avec des allers-retours constants et des compétences qui permettent de débloquer des nouvelles zones. Dans la chronologie, Mirror of Fate donc, se situe entre Lord of Shadow 1 et Lord of Shadow 2, tout en couvrant plusieurs générations de la famille Belmont, donc Belmont ou Belmont. Moi, je préfère dire Belmont à la française, mais après, c'est les goûts et les couleurs.
Il sert quand même de véritable pont narratif en développant la montée de Dracula, l'héritage familial et surtout les tensions internes à la lignée des Belmont, parce qu'ils sont pas tous heureux dans cette famille, hein, loin de là. Le jeu est plus modeste techniquement et narrativement que les deux autres épisodes, mais le jeu possède, je trouve, une vraie identité. C'est surtout un épisode qui m'a séduit par son retour aux racines de la licence et par son rythme plus posé, plus exploratoire, surtout dans sa manière de raconter. Ça m'a vraiment fait penser aux anciens Castlevania. Et donc c'est un jeu que je recommande également, même si c'est le grand oublié de cette trilogie. Ouais, et puis certains ne l'aiment pas. Moi, je l'aime beaucoup. Il était sorti initialement sur 3DS, d'ailleurs, le jeu. Il était sorti sur 3DS au départ. Et le gros avantage, c'est que tu incarnes à tour de rôle Simon Belmont, Alucard et Trevor, avec quand même, je trouve, des enjeux familiaux et scénaristiques qui servent le second jeu. Et c'est quand même un chaînon manquant, tu vois. Tu parlais un peu de la place des DLC, on n'en est pas à ce niveau-là, mais quand même, je trouve qu'il a son importance quand tu... C'est pour ça que moi, je les vois souvent plus comme une trilogie, tu vois, plutôt que comme deux jeux distincts. Je suis d'accord. Mais moi, je l'aime bien. Après, c'est vrai, comme tu dis, c'est un retour aux sources. Donc, entre les deux, tu passes de la 3D, tu reviens sur de la 2D, et tu repars sur la 3D avec l'autre Lord of Shadow. Donc, ça peut gêner un petit peu, mais je le trouve vraiment indispensable. Oui, et puis le chara-design des personnages aussi, c'est vrai que maintenant on a l'habitude de la 2D ou quoi que ce soit, là c'était un chara-design 3D, faut aimer. Moi je sais que je suis pas fan de base, surtout sur un jeu comme ça, je préfère vraiment le côté 2D à fond, mais la mode à l'époque c'était la 3D, mais ça n'empêche que malgré ce côté un petit peu, on va dire, frustrant de cette direction artistique, le jeu a de réelles qualités. Comme toi, c'est un jeu que je recommande. Du coup, je vais attaquer dans le vif du sujet, on va parler de Lord of Shadow 2. On met la petite musique et on attaque. Castlevania Lord of Shadow 2, que je vais appeler Lord of Shadow 2 à partir de maintenant. Par souci de facilité. Ça va être... Exactement. Donc, est un jeu qui divise. C'est un jeu imparfait, parfois frustrant, mais aussi profondément audacieux. Presque culotté dans sa manière de revisiter une saga mythique. Pour comprendre ce qu'il est et surtout ce qu'il tente d'être, il faut impérativement revenir sur la genèse du projet et surtout du contexte dans lequel il est né. Alors j'en avais parlé la dernière fois, à la fin des années 2000, la licence Castlevania à bout de souffle, Konami décide de confier la série à un studio occidental, Mercury System, avec une ambition claire, réinventer la licence Castlevania pour un public plus moderne. Lord of Shadow, sorti en 2010, c'est une relecture radicale de la saga, donc orientez-vous vers mon précédent test, vous aurez plus de détails là-dessus. Suite à la sortie de ce jeu, donc le premier Lord of Shadow est globalement bien accueilli, mais il traîne aussi une réputation de jeu lent, parfois lourd, on en parlait la dernière fois avec son ventre mou, avec un héros, donc Gabriel Belmont, manquant de personnalité pendant une bonne partie de l'aventure. Un peu plus effacé, c'est vrai. C'est ça. Surtout quand tu le compares à Trevor ou à Lucard, c'est vrai que le personnage paraît beaucoup plus lisse en tout cas. Son rythme aussi, donc comme je disais, était trop lent. Son gameplay aussi, bien que solide, reste assez rigide, surtout maintenant. Mais sa fin a tout changé. Gabriel devient Dracula, et c'est précisément cette révélation qui sert de fondation à Lord of Shadow 2. Avec cette suite, Mercury System fait un choix risqué, placer le joueur directement dans la peau de Dracula, non pas comme un boss ou une figure lointaine, mais comme protagoniste principal. Et je trouve que ce virage narratif majeur, donc qui est presque un sacrilège pour beaucoup de joueurs, je le conçois, parce que cette saga, on a fait toujours de Dracula l'ennemi ultime, en est peut-être sa plus grande force. Le jeu s'ouvre sur un Dracula affaibli, vidé de ses pouvoirs après des siècles d'errance et de combat. Le monde a changé, les humains ont évolué, les technologies ont remplacé les châteaux gothiques, et Dracula est devenu une relique d'un autre âge. Donc, un mec has-been. C'est ce qu'il fait. Voilà, c'est ça, c'est un vieux boomer. Ouais. C'est un vieux boomer. Et c'est là où le jeu, pour moi, commence à se prendre les pieds dans le tapis. C'est que déjà, on a un présent moderne où Dracula tente de retrouver sa puissance tout en faisant face à une organisation humaine technico-militarisée. Et le passé, comme dans les précédents Castlevania, donc dans son château où il affronte d'anciens ennemis, ses démons intérieurs, et surtout les conséquences de ce qu'il est devenu. Ce fil narratif tourne autour de la quête de rédemption, de la culpabilité et de la lutte éternelle entre l'homme qu'il était avant et le monstre qu'il est devenu.
Dracula n'est pas un simple tyran maléfique, hein, c'est plus une figure tragique brisée et rongée par les remords et la solitude. Et c'est là que moi, j'ai un peu de mal avec ce Lord of Shadow 2, c'est que autant tous les passages dans le passé sont très jolis esthétiquement, très inspirés avec le côté gothique et tout, autant tous les passages dans le présent, on peut dire même dans le futur, là on est sur quelque chose de beaucoup plus classique, avec des ruelles, des immeubles, tu vois, un côté Très urbain, très générique, très contemporain. urbain et générique, voilà, dans sa Là où tu as des séquences plus oniriques, où tu vois plutôt un passé glorieux. En fait, le passé, pour moi, c'est le côté un peu fast, optimiste. La grande période de Dracula. Et c'est vrai que l'ère moderne, la vision contemporaine est plus grise, même dans le ton, même dans la narration, etc. Et je suis d'accord avec toi, j'aime pas trop les parties ville moderne, je préfère tout l'aspect onirique de l'héritage de l'époque faste de Dracula. Bah, surtout que j'ai l'impression que ils n'avaient pas trop envie de développer cette partie du futur, parce que vraiment la DA est très très générique, et les ennemis c'est les mêmes mobs qui reviennent en boucle en fait. Et ça c'est pour moi un des gros points morts du jeu. À côté de ça, le plus gros point fort, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sans conteste jouer Dracula. C'est une idée brillante, c'est presque évident rétrospectivement, mais car pour une fois, le jeu ne demande pas d'affronter donc Dracula, mais il demande de le comprendre, de l'incarner, de ressentir son poids, sa fatigue, sa rage. Et ça se ressent même dans le gameplay, tu vois. Dracula est plus lent, il est plus massif. Chaque animation renforce cette impression de puissance écrasante, hein. Lorsqu'il marche, on a une sensation de puissance qui s'en dégage. Lorsqu'il combat, ce n'est pas avec la nervosité du guerrier agile qu'il était dans le temps, si tu veux, mais davantage un prédateur. Il a des combos plus stylisés, et on a vraiment cette sensation de puissance, de force qui s'en dégage. Oui, et puis c'est le côté grisant de jouer Dracula, comme tu dis, et je trouve que l'incarnation de Dracula, c'est la parfaite illustration du changement de paradigme d'un jeu 2D très codifié, très Metroidvania, etc. dans l'esprit, où le contre-pied énorme, ça a été le passage à la 3D, et en même temps, d'avoir inclus Dracula comme personnage principal, joueur, avec le twist à la fin du 1, comme tu disais. Et oui, en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus brillant avec Lord of Shadow. Bah, surtout que c'était une prise de risque quand même très très forte, c'était qu'il fallait jouer Dracula tout en l'humanisant. Mais il fallait qu'il reste aussi cruel, cynique, voilà. Fallait qu'il reste aussi égoïste, parce que ça fait partie de Dracula, ça reste un antagoniste de base, mais qui devient un protagoniste, sans perdre son identité. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à faire pour plaire à tout le monde, et je trouve que là-dessus, ils s'en sont bien sentis. Ils ont vraiment réussi le truc. Le deuxième plus gros changement, et pour moi c'est le plus important à mes yeux par rapport au premier opus, c'est la caméra qui est placée derrière le personnage. Là où Lord of Shadow utilisait souvent des angles cinématiques fixes à la God of War, c'était souvent contraignant, hein, et je trouve que cette suite qui adopte une caméra plus libre en vue de derrière, c'est plus moderne, c'est plus proche des jeux qu'on a actuellement finalement. C'est vrai. Et pour moi, c'est le plus gros point fort du jeu, car cette caméra renforce l'immersion, la lisibilité des combats et surtout la sensation d'incarner cet être surpuissant. Elle met aussi une meilleure, ça permet aussi, je trouve, hein, une meilleure gestion de l'espace, des ennemis. Les ennemis qui arrivent, on les distingue mieux, je trouve, en fait, et ça permet des affrontements de masse plus dynamiques. Exactement. Le gameplay donc gagne en fluidité, en nervosité, sans perdre complètement le poids des coups, qui faisait aussi l'identité du premier jeu. En fait, c'est un peu un God of War 2018 avant God of War 2018, tu vois. Car Dracula dispose de plusieurs styles de combat, avec des armes iconiques, donc on a toujours le fouet du chaos, mais aussi des nouvelles capacités vampiriques, hein, des transformations, de la magie, de la manipulation de l'environnement. Et le jeu pousse davantage à l'expérimentation. Certaines mécaniques sont moins puissantes, et à la longue, je t'avoue que j'ai quand même eu tendance à spammer les mêmes combats sans arrêt. Et c'est ça aussi le problème, c'est que je trouve qu'un jeu comme ça se doit de pousser à l'expérimentation au maximum. En fait. Si tu t'arrêtes sur les mêmes combos, parce que c'est ceux qui sont le plus simples à sortir et qui sont le plus efficaces, je trouve que c'est un peu un demi-échec pour le jeu là-dessus. Après, ça n'empêche que les combats sont globalement spectaculaires. Pour un jeu de 2014, hein, j'entends bien. Les animations sont soignées, les ennemis sont variés, surtout dans le passé. Et certaines confrontations, notamment contre les boss majeurs, dégagent quand même une vraie intensité dramatique. Et le sentiment de puissance est omniprésent. Dracula ne se bat pas pour dominer,
car ses coups ont de l'impact. Enfin, du moins, il se bat pour dominer, excuse-moi. Ses coups ont de l'impact, et je trouve que les finishers sont très jouissifs. Et je trouve que le jeu, quand même, a réussi bien à traduire cette supériorité écrasante. Et c'est là que tu as l'empreinte de God of War, de toute façon, qui a inspiré tous ces jeux-là de action, ce jeu d'action comme ça, où, où la puissance des coups, le sentiment de puissance, comme tu dis, enfin, Lord of Shadow est évidemment extrêmement inspiré de God of War dans ses mécaniques, et surtout le sentiment un peu grisant qu'il donne aux joueurs, quoi. Je suis totalement en phase avec toi. À côté de ça, le côté grisant des combats, c'est cool, mais il y a un vrai point noir dans le jeu. Donc s'il y a un élément qui m'a vraiment cassé les noix et qui casse le rythme du jeu, ce sont les séquences d'infiltration. Donc elles sont pas nombreuses en vrai, hein. T'en as quoi ? T'en as 4-5, pas plus. Mais elles arrivent toujours au mauvais moment. Et le problème, c'est pas seulement leur présence, hein, car j'adore la Fufu, hein, moi de base, mais je trouve que c'est leur incohérence totale avec le personnage. Car on force Dracula, qui est quand même l'incarnation du mal absolu, et on a pété des bouches par dizaines juste avant, à se cacher, à éviter des ennemis, on doit atteindre certains timings un peu absurdes, et je trouve que c'est une trahison envers le personnage, car on joue Dracula, pas Edward de Twilight. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément embêté dans le jeu, même si dans mes souvenirs, ça m'avait paru plus nombreux, tu vois. Donc j'en ai fait vraiment une montagne d'un truc qui est quand même plus petit. Franchement, tu vois, je m'en rappelle presque pas, mais je te crois sur parole. Et le pire, c'est que la plupart de ces séquences sont dans le futur. Bon. Par contre, j'aimais pas le futur, donc ça, c'était clairement établi. Mais l'infiltration, parce que dans le futur, Dracula se réveille, il est un peu fatigué, donc décor moyen, ennemi générique et infiltration moyenne, un peu poussive, bah forcément, ça fait que toute la partie futuriste, elle est quand même vraiment moins bien, et je trouve que ça casse le flow, ça brise vraiment l'élan narratif. J'ai même l'impression que ces scènes ont été ajoutées peut-être pour varier, mais pour moi, ça a plombé l'expérience. Outre l'infiltration, il y a quelques défauts quand même. Donc la narration qui est parfois décousue, mais encore une fois, c'est lié à ces deux temporalités. Donc on a des transitions parfois maladroites entre le passé et le présent, et c'est pareil, ça m'a un peu sorti du truc. Je l'ai dit tout à l'heure, les environnements modernes sont pas ouf, et surtout la fin, qui peut quand même laisser un sentiment d'inachevé, car là, il n'y a pas eu de DLC à 10 balles pour pouvoir finir le jeu, et il n'y a pas eu de suite tout court. Donc j'ai un peu l'impression que le jeu s'est terminé en autre bout. Il n'y avait pas un DLC quand même, Révélation, un truc comme ça, non ? Non, j'ai regardé, j'ai rien sur ma galette, et malheureusement on n'a plus accès au Xbox. Je croyais qu'il y avait un DLC Révélation justement, mais parce que je me rappelais, franchement je suis pas très sûr de mon coup, parce que je me rappelais qu'ils avaient fait les 3 R, tu vois, rêverie, machin, tout ça. Oui. Mais à voir, je sais plus. Parce que mon Lord of Shadow, moi j'ai juste la galette, et quand je clique sur le marketplace, il existe plus le DLC peut-être. Il n'existe plus en fait. Donc après il existe peut-être. Moi j'en ai pas vu, mais peut-être. Faut voir. Ouais, faut que je vérifie. C'est peut-être une erreur de ma part. Vous me corrigerez si jamais je me suis planté. Petite apparition de Sid du futur en plein montage. Donc il y a bien un DLC Révélation. Donc sachant que les Castlevania Lord of Shadow 2 et Mirror of Fate aussi et le DLC sont dispo sur Steam. Et ils sont à 1, 2, 3, 4, 5 euros. Ils sont pas très chers. Donc voilà. Retour sur la chronique. Les musiques sont toujours cool, mais je parle déjà depuis assez longtemps, donc je vais conclure. Castlevania Lord of Shadow 2 n'est pas un jeu parfait. Il est même parfois bancal, parfois inégal, et surtout parfois frustrant. C'est le jeu du parfait. Mais c'est aussi un jeu qui est audacieux, qui ose faire ce que peu de licences iconiques acceptent, renverser complètement ses codes. Incarner Dracula, vivre sa chute, ressentir sa solitude et sa rage, c'est une expérience unique dans l'univers Castlevania. Et malgré ses défauts, le jeu marque par son ambition, sa mise en scène et surtout ce qu'il tente de raconter. C'est un jeu qui est certes critiquable, mais qui est vraiment loin d'être déshonorant. J'ai passé un excellent moment à refaire ce jeu, et je vais même te dire, j'ai passé un meilleur moment en le refaisant, en sachant ce qui m'attendait, que quand je l'ai fait à l'époque. Donc malgré ça, je recommande Castlevania Lord of Shadow 2. Ça reste une très bonne pioche, même s'il est en deçà du premier. Eh ben écoute, j'ai fait que d'opiner de la tête pendant que tu parlais durant toute la chronique. Donc bon, on n'est pas toujours d'accord, mais là le fait est que j'aurais, je pense, rien dit de plus ou de moins. J'ai le même ressenti, j'aurais dit sensiblement la même chose. Donc écoute, t'as très 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 bien résumé les choses, mon cher Kira. J'ai rien d'autre à rajouter pour une fois. Donc moi je voulais conclure cette chronique en disant j'espère que Konami va faire prochainement un Castlevania et faire revenir cette saga.
Ça serait Ça serait fantastique. bien, hein. Heureusement, ils l'ont annoncé hier. Ouais. Donc, du coup, mon petit laïus sur le futur de Castlevania n'a plus lieu d'être. On en Tu es reparlera l'oracle en fin du jeu d'année vidéo. quand tu. Voilà, je suis l'oracle du jeu vidéo. On en parlera du coup quand tu le testeras en fin d'année et j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner cette belle Avec expérience. plaisir. Avant de partir, on fait les petits big up et puis Tout à fait. histoire de et puis on dit au revoir à tout Eh le monde. ben, j'ai Marasque80 qui nous a mis 5 étoiles. Le podcast l'accompagne Oh, tous merci. les lundis. Il adore notre duo. Un duo vrai, comme il dit, donc c'est gentil comme tout. C'est important, justement, c'est des choses qui sont très importantes. On essaye d'être vrai au maximum, même si parfois il y a la subjectivité qui parle, même souvent il y a la subjectivité qui parle, mais c'est pour ça qu'on est vrai, justement. Mais exactement. Rod SK8, 5 étoiles aussi, qui adore notre podcast, qu'il a découvert par hasard. Donc simple, efficace, réalisé par deux passionnés avec un bel avis. Il nous dit tout plein de choses. Le message est assez long et merci beaucoup à toi, c'est adorable. Il nous dit Merci beaucoup. continue sur cette bonne lancée sans aucune influence extérieure et il a bien raison. Fanguin, alors il m'a fait beaucoup rire. Son message, c'est marqué « Je rage tout seul, j'écoute les anciens épisodes comme les nouveaux, et malgré que je sois pas souvent d'accord, l'équipe reste très agréable à écouter, donc merci beaucoup. » Et bah ça, c'est un très beau compliment parce que c'est vrai qu'on n'est pas, forcément, vu que c'est des avis subjectifs, on est déjà même entre nous, on n'est pas d'accord. Donc forcément, avec des milliers d'auditeurs que vous nous écoutez maintenant, on ne peut pas forcément être d'accord avec tout le monde. Et c'est aussi un peu mon cas. Moi, j'écoute beaucoup du Randall, par exemple, en vidéo sur YouTube, ou même Capture Mag pour le cinéma, et je suis rarement d'accord avec eux. Mais je les trouve toujours passionnants à écouter, et c'est ce qu'on essaye de transmettre, en fait, c'est-à-dire la passion du médium, même si au final, nos avis sont complètement éclatés par moments. Julie Bévy qui nous a mis 5 étoiles, qui adore aussi notre podcast, dont l'épisode sur Sonic Frontier, donc il est pas tout jeune. Il est pas tout jeune, mais celui-là, en merci effet. à toi, Julie Bévy, pour ton gentil message. Bah, merci beaucoup à tous. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire semaine prochaine, Kira? Semaine prochaine, non, je sais pas du tout. J'avoue, je crois qu'il y a même un trou dans le planning. dans le planning sur la pas semaine prochaine. d'épisode de la je sais semaine, pas non, du tout. bien sûr. Il y aura un épisode. Alors non, j'ai 2 films à aller voir au cinéma et je vais peut-être en parler d'un d'eux. Donc je vais pas le dire maintenant. J'attends un petit peu parce que ça se trouve je vais peut-être parler d'une série télé que je fais en ce moment. Donc voilà, ça sera de la full impro. Et toi, tu nous proposes Alors, quoi? ce sera soit Hyrule Warrior, les sauts du pouvoir, je sais plus quoi. Enfin, tu sais, le mousseau, là, le troisième, Le le mousseau dernier Zelda. sorti exactement de chez Zelda. Ou un jeu surprise que j'ai fait en 2025 dont j'ai jamais parlé alors que c'est un gros coup de cœur. Donc, je sais pas encore. Mais dans tous les cas, Kira, ce qu'on peut se dire, c'est jouer bien à Lord of Shadow 2. Voilà, si vous arrivez à le trouver. Si vous arrivez à le trouver, bon courage. L'émulation existe, même si pas légal. Lisez des livres, allez au cinéma comme Kira, allez voir 2 films la semaine prochaine, dont un mystère dont il vous parlera peut-être la semaine prochaine. Mais surtout, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, kiffez bien. Et Kira, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.